Quand il est 11h passé de 5 minutes, ou du moins quand 11h arrive, c'est Pamela Fomène qui s'installe convenablement, qui prend les rênes pour nous parler de cette rubrique, la revue des réseaux sociaux. Ça se passe maintenant avec vous, Pamela Fomène. Alors, ce matin, on commence par cette manifestation contre l'installation d'une église de réveil qui a dégénéré au quartier Ndok-Sibi. Fidèles chrétiens et habitants se sont livrés à une bagarre ayant pour cause nuisance sonore. Sur cette vidéo amateur, on peut très bien apercevoir l'ambiance électrique qui a eu lieu entre les fidèles de l'église et les populations du quartier Ndok-Sibi. Ces derniers disent être débordés par le vacarme que produit cette prétendue église des bruits assourdissants, allant souvent jusqu'aux heures tardives de la nuit. Pourtant, cet espace avait été acquis pour un restaurant. Le cadre s'est donc progressivement changé pour une fin utile et ceci au détriment des populations environnantes et d'un institut d'enseignement supérieur. Non loin de là, les accusés rassurent tout de même qu'il s'agit bel évidemment d'un restaurant, mais à certaines heures de la journée, les clients fidèles de ce restaurant ont l'exclusivité d'avoir les prières, disait-il. Seulement, la bagarre de ce jour a traduit à suffisance le calvaire que vivaient les populations de ce quartier-là, qui autrefois vivaient dans une tranquillité absolue. Alors, des nuisances sonnantes, je crois que quand on a le malheur de fréquenter des quartiers chauds, on est régulièrement victime de ça, des nuisances sonores. Aujourd'hui, on parle des églises de réveil, il faut noter que c'est leur point fort, notamment pour plusieurs parmi ces églises-là. Si vous avez le malheur d'habiter tout près, vous aurez deux options, soit partir, soit intégrer ces églises-là. Aujourd'hui, Dominique Audrey, comment on devrait pouvoir gérer ça? Est-ce qu'on ne parlera pas à un autre niveau d'un laisser-faire de la part de ceux qui nous encadrent, notamment de ces autorités locales, qui à leur premier niveau devraient stopper cette situation déconcertante et qui ne soit pas confortable? Je crois qu'avant d'installer cette église, certainement, les propriétaires ont dû entamer des démarches. Parce que de but en blanc comme ça, même si on commence chacun dans son salon et tout, ils font généralement l'effort d'avoir certainement des autorisations des autorités locales pour pouvoir exercer, ou alors des accords tacites pour pouvoir exercer. Maintenant, moi je suis tout à fait d'accord avec la population qui refuse cela, parce que tellement il y a des plaintes, on a du mal avec les snack bars, boîtes de nuit, bars qui font déjà des bruits, et si à côté on a également des églises qui se ramènent, c'est un autre problème. À plusieurs reprises, les citoyens ont élevé la voix pour dire on en a marre. Il y a telle personne qui est détenteur de tel bar qui nous empêche de dormir, et les autorités, après quelques communiqués, à partir de 22h arrêtés, machin, ceci, ne font véritablement rien pour que l'une comme l'autre partie trouve satisfaction, le juste milieu entre les détenteurs de bruit, disons ça comme ça, et les riverains. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit non, nous, le tour, si c'est le vrai tour, on ne veut pas, on n'en veut pas. Si vous voulez de votre église, voulez, mais ça ne sera pas ici. Je crois que si on multipliait ce genre d'opposition, des populations qui disaient nos enfants viennent de commencer l'école, on a des enfants qui vont faire des examens, on ne peut pas être là toute la nuit éveillé avec les chabarabara et tout ça, toute la nuit, parce que vous allez nous empêcher de dormir. On n'en veut pas. Je crois qu'ils sont dans leurs droits et on ne peut pas le leur refuser. Maintenant, si en face, les personnes qui ont l'église ont l'autorisation pour mettre sur pied leur église, et qu'ils fassent la sonorisation de leur local. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même si vous avez l'autorisation d'ouvrir et tout ça, que ce soit un église-là, bar ou une église, maintenant, dans cette autorisation, c'est pas écrit que vous pouvez mettre le volume au niveau qui vous convient. Il y a des niveaux que vous devrez pouvoir respecter. Il y a une agence qui s'en occupe, Charles Amel. On a parlé ici, qui mesure les décibels. J'ai oublié. Mesurer les décibels, oui, qui mesure les décibels. Malheureusement, elle doit être en congé ou en vacances. Qui s'en charge. Maintenant, si ça ne va pas, la population a le droit. L'église là n'est pas nouvelle à cet endroit, certainement. La personne a commencé, c'est pas une nouvelle église. Ce sont des personnes qui ont pris, qui ont loué, qui ont fait un restaurant, oui, et qui ont fait un restaurant, mais après ils ont transformé. Mais ils rassurent quand même que
Ils continuent à faire le restaurant, mais à une certaine heure, il y a les clients privilégiés du restaurant. Maintenant, ils transforment ça à l'église. C'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe exactement. Que ces églises utilisent. Voilà. On vient prendre en disant c'est le restaurant, mais on sait que tôt ou tard, ça va devenir une église. Ils sont dans leur droit. Vous pouvez vivre à côté d'une église catholique. Jamais vous n'aurez pas de problème. Une église évangélique du Cameroun, EEC, vous n'aurez jamais de problème. Église presbytérienne, vous n'aurez jamais de problème. Mais les églises de réveil, la vraie église de réveil commence à acheter l'orchestre de musique. Oui. Le lundi, c'est l'entraînement du batteur. Mardi, c'est l'entraînement du batteur et du pianiste. Non, on ne fait pas comme ça, le pasteur, quand on fait vous entendez comment il dit. Mercredi, étude biblique. C'est là le pasteur dit l'influence de la télévision sur le comportement du chrétien. Ça avait des micros et des baffles super puissants. C'est-à-dire, il parle ici, vous l'entendez à 2 églises. Oh mon frère, toi qui passes là-bas, tu m'as vu où? Le Seigneur t'appelle, ne rate pas ce jour, la révélation. Mais jeudi, c'est la répétition de la chorale. Alors là. Jeudi, vendredi, adoration, vendredi, louange. On chasse les démons. Le jour que les gars là chassent les démons, je vous assure, vous vibrez sur votre lit. Vous vibrez sur votre lit. Et non seulement même bien, c'est pas simplement une mise en place. Samedi, il y a culte. Dimanche, ça commence à 8h, ça finit à 16h. Au grand jour. Et quand ça finit à 16h, il ne rentre pas. On fait l'animation. Dehors, ma pasto a garé le picon. Ou mais c'est le fombo, ou c'est le béarico, ou c'est le concha. Tous les fidèles doivent payer là-bas. Je passe tous les matins, les dimanches, quand dans le cadre de l'émission Pépessou. Vous voyez ici sur l'axe CSS. Oh mon Dieu. Vous voyez déjà alignés. Alignés le pick-up de la pasto, ma pasto est là. Elle sait. Soyez bénis, ma soeur. Ce repas a été prié, le pasteur a prié. Soyez bénis, ma soeur. Que cela vous vivifie. Que cela cicatrise vos blessures. Maman Sarah, c'est normal. Je suis avec les populations de Bonadiba. N'acceptez pas ça. Si on pouvait le faire dans tous les quartiers. Ça serait. Mais attendez, c'est quoi? C'est quel objectif? Quelle agression? On force quelqu'un à suivre Dieu. Le choix est d'abord individuel, personnel. C'est une décision. Je me lève, je veux suivre le Seigneur. Dans les carrefours, vous n'êtes pas... Oh là là, il y a une nouvelle vague maintenant. Ils mettent les pointillés, les chaussures longues. Ils se ferment. Attendez, c'est normal. Qui libère les nuisances sonores. On a besoin de dormir, qui libère. Comment des hommes de Dieu ou alors des hommes de foi en même temps, peuvent se livrer quand même à un tel spectacle? Il faut dire que les violences sur le physique, ça c'est à proscrire tout de même. Ils n'ont pas besoin de déboucher sur des bagarres pour qu'on comprenne leur mécontentement. Franchement, un peu qu'ils n'ont même pas raison. On peut perdre des gens peuvent mourir dans ce genre de D'accord, vous savez combien la violence des églises là nous affecte physiquement? Mais est-ce que la et on dit à côté de cela, il y a un établissement privé. C'est physique, les prières et tout l'énoncé que vient de déclamer Charles Amel là, ça vous atteint physiquement? Mais oui. On vous réveille précipitamment. Parce qu'on les appelle les églises de réveil. J'étais dans cette zone. Cette zone est constituée des retraités. Beaucoup de papas, 60, 70 ans. Le cœur, les parents dans cette zone ne supportent pas le cœur, la tension. Les gens sont couchés de bruit. Il y a un âge. Ils vont dans les quartiers des retraités, des vieux. Mais toute la zone de Bonadi, bon là, quand on commence à taper à l'intérieur, je crois que des requêtes ont été adressées au sous-préfet, ont été adressées au préfet, ont été adressées au commandant de brigade. Il y a même eu des plaintes pour dire on ne dort pas. Est-ce qu'il faut donc... Et à côté, il y a même un établissement à côté qui est carrément sorti parce que le bruit était fort. Vous allez vous rendre compte que dans plein d'églises, allez dans la zone de Neubel, où j'ai sillonné, dans plein d'églises, aujourd'hui vous avez des jeunes filles
Le pasteur dit, ma chérie, l'immeuble dans lequel tu habites, la chambre que tu habites est envoûtée. Sors de cela rapidement. Le Seigneur me demande aujourd'hui de quitter. Viens vivre dans le temple du Seigneur. Elles sont nombreuses les filles qui dorment dans les églises. Passez à 9h, à Pépanda, le soir. Vous les voyez rentrer avec le baluchon. Elle vient de poser un endroit. Toute la nuit, elle prie. Elle dort. Elle dit, elle dort dans le Seigneur. C'est quoi cette histoire qu'on a laissée entrer au Cameroun? C'est quoi cette histoire? On ne vous empêche pas de prier. C'est un handicap mental, Charles Lamel. Bon, mais ça veut dire ce que vous dites chaque jour, qu'il faut faire attention à toutes ces pincettes que vous prenez par rapport aux églises aujourd'hui, notamment les églises dites des réveils. Oui, oui et oui. Mais sauf que les autorités administratives sont en train de nous faire ce qu'elles nous ont fait avec les débits de boissons. On délivre les licences d'exploitation des débits de boissons n'importe où, même à côté des établissements scolaires. Ces autorités administratives, quand on les laisse installer, parce qu'ils parlent le nom du Seigneur, Jésus lui-même a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là ne sont pas les miens. Il a même chassé certains du temple de son Père. Comment on peut voir ces églises piluler comme ça? Ce n'est pas possible. Ça, on aboutit. Vous avez parlé de violence physique, mais justement, ces églises nous font la violence physique. Elles disent églises de réveil. Elles nous réveillent à 2h du matin. On leur a demandé de nous réveiller toute la nuit. Non, mais pas agresser des gens. Mais c'est l'agression. C'est l'agression. Sauf qu'ici, elle existe. Voilà. Et maintenant, l'autre agression spirituelle qui est là. Mais ils ont même qu'ils chassent les démons. Quand ils chassent les démons, ils envoient les démons là où? Puisque la porte est toujours fermée. Ils envoient ces démons où? Apparemment, dans la Bible, quand on chasse les démons, on les met dans le port. Mais ils envoient ces démons où? Voilà. En réalité, c'est des églises à fermer. C'est des églises à fermer. Est-ce que c'est aux populations de revendiquer Oui, qu'on les fait? oui. Le peuple. C'est le peuple qui est la référence. C'est le peuple qui est la référence. Donc les autorités qui nous dirigent doivent se référer au peuple. Lorsque le peuple envoie des requêtes, telle église nous empêche de, l'autorité administrative doit veiller à la protection de son peuple. Et quand on ne le fait pas, le troisième considérant de la Déclaration universelle des l'homme recommande à cela. Lorsqu'on est dans un état de droit qui ne protège pas le droit, le citoyen a le droit de s'élever contre la tyrannie et l'oppression. Vous l'empêchez, il doit se revendiquer cela. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie intégrante de notre Constitution. Donc quand les populations s'estiment abandonnées, alors ils trouvent les moyens pour sa protection. Oui, mais pas physiquement, parce qu'il y avait un monsieur... Mais on les attaque physiquement. Non, ça c'est la réaction. Non, c'est la réaction à ce qu'ils ont reçu. On ne devrait donc pas en arriver là. Justement, ça veut donc dire qu'ils viennent, les autres, ils disent à 10 Bon, heures... c'est genre à la guerre comme à la guerre. Non, le bailleur de cette maison peut demander à ces gens de dégager. Non, le bailleur est dans l'église. Non, mais... Le bailleur est dans l'église. Ah. Donc, Ce sont les populations qui se plaignent. Le bailleur lui-même n'a pas de problème. Le bailleur dans l'église n'a pas de problème. Ce sont les populations qui sont... se retrouvent dans les espaces qu'ils louent et le bailleur lui-même a du mal à les déraper et à les faire partir. C'est-à-dire que quand il arrive pour leur autre maison, il vous fait savoir qu'il va habiter là avec sa femme, ses enfants. Comme eux. Ils ont sorti même les papiers. Ils ont sorti les papiers en disant que c'est un restaurant. On dit non, il y a des groupes de prière qui viendront chez moi. Ça commence 1, 2, 3 personnes. Oui, moi je vous dis des choses. Apparemment, le Dieu des églises là, il vous, les bailleurs, vous avez du mal à stopper ça. Le Dieu des églises là est un Dieu menteur. Comment il vient louer, ouvrir un restaurant et il vient faire des prières en disant que c'est l'église? Parce qu'on savait que le bailleur est... Si on dit que c'est la prière, il va refuser. D'accord. Donc là, il n'y a pas... Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Je pense qu'il faudrait que l'État revoie littéralement le processus d'installation de ces églises. Regardez comment sont construites les églises catholiques. L'église, sur l'espace, est au milieu. Il y a une vaste cour qui sépare les différentes habitations. Ça veut dire qu'on peut chanter sans que cela ne vous affecte de là où vous vous trouvez. Mais c'est des gens qui viennent louer des domiciles. Oui. Dans une zone, un monsieur a surpris sa femme. Il filait sa femme parce qu'on disait que sa femme allait dans une église. Il a filé sa femme jusqu'à trouver là où sa femme partait prier. Il entre dans la salle. Il ne savait pas que sa femme avait déjà donné sa photo
et on priait sur lui. On priait sur lui. Dès qu'on a vu, on dit le démon est là. Tous les fidèles sont tombés sur le mari. L'homme molesté avec une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Le démon est là. On a transformé en disant que c'est lui qui est venu agresser la femme. L'église était obligée de réagir. La femme a soutenu la thèse du pasteur et de ses frères en Christ. Je crois que on est en train de faire très mal aux Camerounais. Les snack bars ne nous laissent pas. Les bars ne nous laissent pas. S'il faut que les églises, le football alors c'est grave. S'il faut que les églises viennent s'ajouter, non, qu'ils partent. On va devenir ma boule. Qu'ils partent. Pamela, il faut mettre notre sujet ce matin. Alors, autre sujet ce matin, on parlera de guimpissement, puisque c'est la nouvelle mode. Voilà, ça a été un jeudi haute tension dans la ville de Douala entre les populations et les forces de l'ordre lors d'une opération de déguimpissement au quartier Bonadi-Bon. Nombreux blessés à la suite d'un affrontement. La démolition d'une dizaine de maisons au cœur d'un litige foncier. Au lieu du rue des Pavés, il y a presque plus de maisons d'habitation. Les engins destructeurs ont tout ravagé. À leur passage, un déguerpissement qui plonge plusieurs familles dans la rue et dans une précarité absolue. Tout a commencé hier jeudi avec l'arrivée d'un bulldozer sur forte escorte policière. La population semblait ne rien comprendre et ont tenté de s'opposer à ce déguerpissement forcé en s'attaquant bien sûr au dispositif déployé sur le terrain. Violence s'en est suivie sur le carreau. De nombreux blessés issus des balles blanches et dont une victime, une femme, a été urgemment conduite à l'hôpital. À l'origine de ces affrontements, des litiges fonciers qui opposent les déguimpis à un particulier qui serait propriétaire de cet espace disputé. Pourtant, les populations disent qu'elles occupent ces terres depuis aujourd'hui 50 années et plus. Voilà. On voit une femme qui a dû se déshabiller. Oh là là, c'est fort. Hein? Très choquant, c'est dur, c'est très dur. Moi, je continue à rester toujours sur la même position. Quand on demande aux gens de ne pas construire, parce que construire et être déguerpi par la suite, c'est extrêmement difficile à digérer, parce que les forces que ces familles avaient au départ ne sont plus les mêmes qu'elles ont aujourd'hui, quand même, parce qu'à l'époque, au moins, on était plus jeunes, on était actifs. On a pu encaisser ce qu'on a pu encaisser, construire ce qu'on a pu construire. Mais aujourd'hui, on n'a plus la même énergie. Bon, Mégane. Vous savez, c'est compliqué dans notre pays. Je vais commencer par vous qui donnez les dossards aux citoyens, là, par le président Paul Biya lui-même. On lui a fait construire dans un milieu, en lui octroyant un faux titre foncier. Et le journal Pélican qui nous l'a dit le 9. Et Paul Biya lui-même a construit. Là, d'abord, le premier terrain qu'il a, litige, la communauté musulmane a pris là, on a construit la mosquée de Tinga. Deuxième terrain, on lui fait construire dans un terrain qui appartient, qui a un titre foncier du ministère de l'Information et de la Culture. Vous voyez, le ministère de l'Information et de la Culture a obtenu un titre foncier en 1973. Sans procédure de marcellement, on vient couper, on donne notre titre foncier au président de la République. Vous voyez, c'est ça, quand si on le fait au président de la République lui-même, à plus forte raison, nous. Autre chose, vous avez parlé de, oui, on va dire aux populations, lorsqu'on demande aux populations de construire avec des matériaux provisoires, ça veut dire qu'on ne leur délivre pas un titre foncier, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on est appelé à leur demander de partir. Mais à ce moment-là, vous ne leur laissez pas avoir les compteurs sonnels et SNEC. C'est ce qui doit être fait. Donc, même laisser construire est un espoir. Justement, mais non, on peut, à un moment donné, on vous dit, vous avez là, vous ne construisez pas jusqu'à tel niveau, vous n'avez pas à faire ça. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens, et parce que comment se fait-il qu'on peut vous donner un titre foncier là où il y en a, vous ne devez pas en avoir. On a eu le cas à Essengue, on a eu le cas pour ces populations-là, on voit les cas qui se passent à Yaoundé. Qu'est-ce que l'administration domaniale fait ou alors pratique en le faisant? C'est parce que l'argent a tordu le fer?
c'est quel est ce niveau de cupidité qui a, j'allais dire, envahi l'administration avec grand A, donc toutes les administrations publiques camerounaises, au point où les sous-préfets et tous ces agents de démembrement de notre gouvernement piétinent les populations, c'est-à-dire s'épanouissent par le sang des populations, de leurs compatriotes. C'est ça, c'est ce degré d'inhumanité que je ne comprends pas. Même celui qui vient casser, à la limite, il doit faire une équipe. En disant, voilà, vous êtes là depuis 50 ans, beaucoup d'entre vous avez même des petits-enfants aujourd'hui, mais vous vous rappelez quand même qu'en date de ce terrain n'était pas de tout. Mais je termine par le point culminant même. Lorsque nous tous nous enterrons quelqu'un, nous disons quoi? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Ça veut dire qu'en fait, la terre appartient aux communautés. Et lorsque la République vient s'accaparer des terres de la communauté, comment la République a-t-elle rétrocédé aux communautés d'usage de leurs terrains? Et c'est même votre hymne national que vous chantez. Cameroun, berceau de nos ancêtres. Tu es la terre où dorment nos ancêtres. Le jardin que nos aïeux ont cultivé. Voilà dans quelle situation vous dites. On est dans une république qui a les lois, qui a. Et les garants de l'application, de l'observance de ces lois ne permettent pas aux populations de s'épanouir parce que l'argent. Je vous dis, même le président Paul Biya, on lui fait obtenir un faux titre foncier. Donc, Dominique Audrey, on se laisse simplement entraîner dans ce faux aujourd'hui qui prend un volume important, parce que si on se retrouve en train de construire sur des espaces, on vous voit construire, on vous laisse construire, et d'aucuns vous diront même qu'ils ont réussi à avoir des titres fonciers. Ils sont à 50 ans, hein, 50 ans. 50 ans, voire même plus. Vous passez 50 années de votre vie dans une maison, vous avez tout donné. Bon, 50 ans sur la femme qui arrivait là-bas ou sur l'homme qui arrivait là-bas à 30 ans. Je vous dis, il a quel âge? Et quand vous mettez à la porte, est-ce que c'est pas vraiment participer à ce que les gens... C'est un programme d'assassinat collectif. Je vous dis, les gens de Yaoundé sont dans ce truc. C'est un village. Mais on a dit, bon, c'est un village. Tout comme là, on l'a fait pour Dikolo. Mais quel est ce pays où on se plaît à voir les gens mourir? Parce que ça, c'est mourir. Vous enlevez votre maison, c'est vous ôter la vie. On peut vous enlever votre maison en vous proposant autre chose, autre solution. Ce qui est sûr, avant de l'être déguerpi, il y a eu des avertissements. Ce genre de truc ne saurait se faire sans qu'il ne soit informé à l'avance. Et après avoir eu l'information, les populations auraient dû se mobiliser, comme on l'a vu à Dikolo, pour faire opposition à l'annonce d'un quelconque déguerpissement. Moi, je suis choquée de voir cette maman qui a enlevé ses vêtements. C'est exprimer simplement qu'elle est dépassée, que vraiment moi je n'ai plus rien à perdre. Moi aussi. Oui, je n'ai plus rien à perdre. Bêta, je meurs. Et il y a eu des balles blanches, des balles perdues. On n'a pas à en arriver là parce que les personnes que vous mettez dehors sont des personnes qui ont des sensations, qui ont des sentiments. Leurs enfants sont nés là, ils ont vécu là, leurs parents étaient là avant. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça se fasse aussi simplement. Les personnes qui sont venues accompagner les engins, c'est bizarre parce que lorsqu'on regarde dans d'autres pays, lorsqu'il y a ce qu'on pourrait appeler des émeutes ou bien des mouvements de colère, la police généralement reste stoïque. Je veux dire qu'elle ne bouge pas, elle ne fait rien, elle est là et on observe les gens se mouvoir en face. Mais ici, lorsqu'on dégaine son arme et on tire sur des gens, on brutalise des gens, c'est un problème. Vous ne pouvez pas taper sur un enfant et empêcher que cet enfant ne pleure. Donc vraiment, la personne qui a certainement récupéré le terrain doit pouvoir relocaliser ces gens. Il faut les relocaliser. Et lorsqu'on vous a déjà prévenu qu'on va vous déguerpir, vraiment, faites l'effort pour ne pas avoir à vivre ce genre de situation. Préparez-vous. De toutes les façons, nous tous, on devrait déjà se mettre dans la tête qu'à un moment ou à un autre, là où nous sommes en train de vivre, on pourrait nous déguerpir à tout moment. Bon, on ne sera certainement pas d'accord, mais on est dans une république qui est en train de nous faire comprendre que vous le vouliez ou non,
On est propriétaire de tous les terrains, par conséquent on a tous les droits, même si vous les avez achetés avec votre argent, même si on vous a délivré par nous-mêmes encore un titre foncier, on peut aisément les récupérer à souhait. À ce moment, on change donc cet État qui fait ça. On passe au message avec vous, Pamela Formé. Nous sommes tellement nombreux à avoir laissé des réactions sur la page Facebook ou encore via les SMS. Alors, les églises de réveil, vraiment, où prennent-ils autant d'énergie? Le chômage a des conséquences démesurables. Pourquoi le pasteur doit avoir des problèmes et les fidèles cotisent? Et quand les fidèles ont des problèmes, le pasteur devrait prier pour eux. Dieu a dit dans la Bible que un certain peuple va se nourrir du temple. Vous connaissez les tribus d'Israël. Voilà, c'est que vous savez ça. Alors, Isidore, depuis l'Orbessou, je conseille à cette dame de rentrer dans les caprices de son mari, car pour moi, ce qu'il fait, c'est des caprices. Comment voulez-vous que de nos jours où les temps sont durs, vous refusez à manger la nourriture à laquelle vous avez vous-même rationné? Donc, pour manifester votre colère, il ne faut pas manger. Je ne comprends pas quelle leçon tu enseignes à tes enfants qui sont avec toi, ma petite sœur chérie. Chaque fois qu'il apporte à manger, eh bien, mangez tous ensemble avec les enfants et il continuera à dépenser ainsi. L'homme avait dit à cette femme un jour, son mets préféré alors qu'elle le fasse aujourd'hui. Si l'homme avait dit à cette femme un jour son mets préféré alors qu'elle le fasse aujourd'hui, lorsque le monsieur revient chaque soir avec un thermos, cela veut tout simplement dire qu'il n'est plus attentionné avec sa femme, qu'il essaye d'écouter les caprices de sa femme et que sa femme essaie également de convaincre son mari dans la chambre afin qu'il résolve leurs problèmes. Non, on n'écoute pas les caprices de la femme. L'homme définit et décline le règlement intérieur de la maison. La femme doit oxygéner la maison en appliquant ces règlements et les dispositions de ces règlements intérieurs. Donc, elle ne doit pas faire de caprices. Si les caprices, c'est en deux, justement, c'est là. Quand l'homme vient, l'homme doit manger absolument la nourriture de son mari. Mais quand il ne mange pas, là maintenant tu vas dire que quoi? Les gens qui l'ont dit là, vous parlez ça à deux. Il y a beaucoup de méthodes. Voilà, pourquoi c'est Junior depuis la ville de Tian. Je pense qu'elle est coupable car lorsque votre homme ne mange pas, il faut chercher tout d'abord le réel problème et l'homme a aussi sa part de responsabilité car même si la femme ne prépare pas bien, il peut la rapprocher auprès de sa famille plutôt que d'apporter les thermos à la maison. C'est irrespectueux de sa femme. Il pourrait même s'il veut flatter sa femme en lui expliquant comment est-ce qu'on prépare si lui-même aussi il maîtrise. Le mariage, c'est la soumission car cette femme, elle n'est pas soumise à son mari. C'est normal que son mari se fâche de cette manière. Et quand on voit visiblement, le monsieur lui a déjà fait part de sa mauvaise manière de faire la cuisine, mais sa femme n'a jamais compris jusqu'à ce qu'il revienne à la maison avec des thermos. Très courant dans nos foyers, très content de l'intervention du panel. Alors je pense que cet homme exagère quand même un peu. Si votre femme ne sait pas faire la cuisine, au moins vous lui apprenez à faire, sinon pas, vous essayez de trouver un terrain d'attente, pas de ramener chez vous des thermos. C'est irrespectueux à l'endroit de votre épouse. Vous n'avez pas encore rencontré une femme qui ne veut pas apprendre. Est-ce qu'on ne dira pas que c'est une action préméditée de cet homme? Parce que si au moindre problème vous partez ramener des repas chez vous, c'est comme ça qu'il va aller ramasser le charme pour ramener dans ma maison. Franchement. Ou donner ça aux enfants. Le poison même, le poison. Oui, il ne sera pas seul à manger ça. Voilà. Donc cet homme, franchement, les problèmes dans les couples, ça arrive. Mais manger et régler ensuite les problèmes. Manger avec votre femme ou bien ce que votre femme a cuisiné ne veut pas dire que vous n'êtes plus fâché. Franchement, il faut pouvoir faire la part des choses dans les situations. Et en même temps, monsieur, sachez que le mariage, c'est porter un sac de fourmis. Hein, non, le mariage, c'est pas former un sac de fourmis. Bon, Justement, il y a certaines femmes qui sont des sacs de fourmis. Il doit supporter. Il doit supporter.
supporter. Voilà, il ne dort pas dehors. Non, il doit supporter. Il rentre à la maison. Il aggrave juste le problème. Parce que si vous faites ça à votre femme, ça veut dire que même si le problème pouvait se régler simplement, le moment venu, elle est venue, ouais, ma soeur. Il interpelle sa femme. Chalamel a dit chose gombo. Ouais, moi je n'ai jamais fait mais si chose c'est gombo. ça, dis-moi que tu veux manger le gombo, non? Mais il a dit ça 1 million de fois. Non. Chaque fois, L'histoire n'a pas dit ça. L'histoire n'a pas dit ça. Quand on a des problèmes, il ne mange pas. Voilà. C'est pas une question de nourriture. Et pourquoi la femme, elle a fait exprès de ne pas dire quel type de problème? Parce qu'elle Elle vous sait. connaît. Non, parce qu'elle sait. Elle a voulu Elle dit, elle n'a pas. J'arrête sa nourriture, je mange avec les enfants. Et après, je bois la bière. Jean Lambert. Lambert. Interpellation, oui, après ce message, vas-y. D'accord, Jean Lambert, c'est pas une raison pour amener les repas de l'extérieur à la maison. L'homme aussi peut apprendre à sa femme à faire la cuisine. Et les repas traditionnels qu'il aime bien. Dans tous les cas, ce monsieur a une autre relation, il cherche juste un moyen pour officialiser cette relation auprès de sa femme. Moi, à la place de cette femme, il doit faire un choix, soit de rester chez moi manger mes repas ou sortir de la maison et manger les repas de l'autre. Voilà, c'est ce que je pense ce matin. Quand vous achetez les beignets, c'est pas un repas. Vous rendez avec le sourire. Mais pas chaque jour. Pas chaque jour. C'est pas un repas. Non, c'est pour Pas offrir. chaque jour. Quand vous rentrez avec du soya, c'est pour offrir à madame. Parfois, vous rentrez C'est pas manger. pour vous-même. Parfois, c'est pour vous. Ça, c'est une friandise. Je veux dire que c'est Vous appelez ça un amuse-gueule. Et puis même pour ces mets traditionnels, des fois, est-ce que ce qui n'est pas décourageant pour les femmes, c'est-à-dire qu'une femme passe la journée à faire le kwanza, par exemple, connaissez ça? Oui. Le macabo qu'on pile, on fait des légumes sautés à côté, par De la exemple. main noire. Et monsieur rentre le soir, il prend 2 fourchettes. Non, attendez. Parce qu'il a mangé autre part. Oui. Il est rassasié. Il prend 2 fourchettes. Et vous dites non, chérie, écoute, vraiment, je suis rassasiée. Je suis passée par chez Charles Amel ce soir. Donc, ils vous sont un prétexte, là, vous ne comprenez même pas. Parce que. Est-ce que. Attendez, C'est le mensonge, c'est le mensonge. Est-ce que la femme ne sera pas découragée et ne dira pas vraiment, je ne passerai plus du temps au feu comme ça? Surtout qu'elle connaît la quantité de nourriture que son mari mange. Il y a des femmes qui, chaque fois qu'elles se sont essayées à préparer un certain repas, elles ratent toujours, c'est du fiasco. Oui. Il y a des femmes qui, chaque fois elles ont voulu faire le riz, ça attaque. Ça attaque. Ça cuit beaucoup. Il y a ça. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme est à la maison avec sa femme, chaque jour il lui dit tel m'a invité manger. Parfois il passe même les commandes. Quand elle revient, il dit tu as mangé quoi? Oui. Mon mari passe la commande chez la femme de quelqu'un? Chez sa femme de son frère, que je serai chez toi tel jour. Prépare-moi ceci, je serai là. Oui. Et la femme est là. Oui, vraiment le jour là on part, ensemble on va manger. Mais c'est l'invitation, non? Elle ne peut pas comment Charlemagne. À votre question, il faut dire que les femmes doivent aussi préparer leur mari. Parce que si vous dites à votre mari qui est au travail qu'en rentrant, j'ai une surprise pour toi, je vais faire ton plat, ou bien ça dépend parce qu'il y a des foyers où... Donc, le menu doit être connu d'avance, par exemple, quand il sort le matin. Parfois, il y a des hommes qui en sortant le matin veulent savoir ce qu'on va cuisiner. Oui. Ou des femmes qui disent tu veux manger quoi aujourd'hui, et c'est au mari de dire que bon aujourd'hui Charles n'aime pas ça, aujourd'hui je vais manger ça ou ça ou ça, ce qui fait que le mari toute la journée au travail il garde son ventre, il sait que non, ma femme s'est tournée fait le râpé, donc aujourd'hui là c'est la fin des temps, je lui garde une bière. Donc il y a une relation, un certain type de relation qu'il faut bâtir avec son conjoint pour ne pas déboucher sur ce genre de problème. C'est ça qu'on appelle donc intimité. Intimité ne veut pas seulement dire le lit. C'est ça là l'intimité. C'est que quand nous on était petits, c'est ça. Il y avait des morceaux que quand on écoutait, on sentait que ici, le vieux va arranger les problèmes. Le vieux va arranger les problèmes. Chérie Coco, faut pas fâcher, viens m'embrasser. Quand il mettait ça, il se met mon père danse. Oui, on savait qu'ici, il y a un jeu, chacun disparaît pour laisser la possibilité. Mais pourquoi aujourd'hui c'est difficile? Ils sont sur WhatsApp, ça là. C'est difficile aujourd'hui de mettre des mécanismes. Monsieur au salon, madame, c'est ça. C'est qu'Audrey a dit là, c'est ça l'intimité. Nous, on savait faire ça. Parfois, la mère prépare. Elle ne dit rien. Mais elle couvre la table. À l'heure où elle sait que le vieux va rentrer, elle couvre avec une belle nappe. Quand le père entre, il va positionner ça. Il y a enjeu dans cette maison ce jour. Il va y prendre le bain, il revient s'asseoir. On soulève.
il y a les ananas, il y a le vin. Il y a même le vin. Le gars comprend que ici, je ne dois pas m'amuser. Pourquoi les filles d'aujourd'hui ne copient pas ça? Parce que peut-être les hommes ont une certaine attitude. Ce n'est pas ça. Ce n'est ça. Elles n'ont pas ça. Beaucoup n'ont pas appris, Charles. Elles n'ont pas ça. C'est la vie chère, c'est la vie chère. Non, beaucoup ne l'ont pas appris. Non. Sérieusement. Elles le savent, mais elles ne le font pas. Allons prendre l'interpellation tout de suite avec le concours de la réalisation. On ne nous encourage pas, nous les tout petits, à entreprendre. Du coup, il n'y a pas de suivi, tant sur le plan physique, spirituel et même financier. Parce que si on n'est pas suivi, on ne peut pas savoir si on a des lacunes ou si peut-être ce qu'on est en train d'entreprendre, ça prend de l'ampleur. Non. Et pour moi, pour qu'on puisse changer cela, je dirais que c'est bien de les grands frères qui sont un peu en haut de voir un peu la basse-cour que nous sommes. Pourquoi pas financer? Donc je souhaite franchement que dans mon pays, l'entrepreneuriat en milieu jeune soit considéré comme quelque chose qui peut contribuer à l'émergence 2035, comme l'a si bien dit notre président. C'est une question essentielle qui préoccupe plus dans l'entrepreneuriat en milieu jeune. C'est pas du tout évident. C'est qu'on a tellement de difficultés auxquelles ces jeunes se cassent la figure une fois sortis de l'école. Est-ce que ça ne commence pas déjà, Momo Mengane, à la base? Parce qu'il y a des gens qui vont... Tu fais quelle filière? Un gars te ramène une filière, mais tu te demandes, c'est dans quel pays tu vas exercer cela? C'est dans ce Cameroun ou alors tu iras ailleurs? Est-ce que c'est pas à la base qu'on s'éloigne déjà de l'objectif final? Parce que pour entreprendre, il faut pouvoir avoir un minimum de connaissances et le choix de la filière semble déterminant dans ce processus. Non, la base ici, c'est l'orientation politique qui a été galbouée. Je vais citer le nom. Il s'appelle Dr Nida II. Lorsqu'on crée l'école de sciences économiques et commerciales du centre universitaire de Douala, que vous appelez SEC, qui est devenu l'université de Douala, le directeur à l'époque, c'était le tout premier, dans le milieu des années 70, à parler de l'inadéquation formation-emploi. Il avait apporté donc cette adéquation, comment parvenir à cette adéquation formation-emploi, justement pour amener à l'entrepreneuriat. Vous savez ce qui lui est arrivé? Non seulement on n'a pas voulu qu'il intègre ça dans le processus de formation, mais on lui a enlevé le projet et les politiques ont commencé à parler de ça, alors qu'ils ne savent pas de quoi il était question. Donc, en fait, c'est une orientation politique de nos dirigeants qui a voulu qu'on en soit à ce niveau. Deuxième chose qui se rallie à ça, parce que dans son développement, il intégrait le fait que les étudiants, notamment dans ces filières-là, devraient bénéficier de l'encadrement des banques et des compagnies d'assurance. Apparemment, ailleurs, il avait vu ailleurs qu'on pouvait financer, que les banques peuvent financer certaines formations par des bourses et tout. Bon, je n'étais pas ailleurs, je parle de son contenu. L'autre chose qui était à cela, vous en venez de le voir tout à l'heure, le foncier. On ne maîtrise pas le foncier. Vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous voulez même créer, n'est-ce pas, le foncier, vous aurez le titre foncier comment? Et les banques qui doivent vous accompagner dans le projet, est-ce qu'il existe une banque de PME? Il n'y en a pas. La banque agricole a été fermée. L'assurance mutuelle agricole, l'assurance qui pouvait évaluer certaines activités. Mais pire encore, l'État a fait en sorte que ceux qui travaillent dans le secteur agricole aient les salaires les plus bas. Voilà où se trouve l'ambiguïté aujourd'hui. Alors, est-ce que les jeunes ont des possibilités de pouvoir
s'en sortir. Oui. Elle parle de tendre la main. Combien de personnes le font? Non, il faut d'abord, l'observation aujourd'hui voudrait que nous soyons au même niveau. C'est-à-dire que nous sommes des forçats contre la mort. On ne se bat pas pour avoir une place au soleil, mais pour ne pas mourir. Quand on se bat comme ça, Charles Hamel avait révélé ça dernièrement, il y a des petits projets agricoles au niveau des arrondissements. Les jeunes doivent investir cela, doivent essayer d'intégrer ces petits projets agricoles au niveau de nos arrondissements. Et je ne sais pas ici en ville où est-ce qu'ils en sont. Je pense que c'est par rapport à ça que déjà au niveau de la commune et de la sous-préfecture où tu t'es fait enregistrer, vous allez vous battre là, mais qu'on sache quand même évoluer, et elle a raison, qu'on sache évoluer en équipe, et que les aînés puissent tirer leurs cadets. Dominique Audrey, l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est aisé pour ces jeunes d'entreprendre quand on sait déjà que ceux qui sont sur le pipe sont asphyxiés parce que la politique en place ne permet pas ou alors n'accompagne pas, n'appuie pas, ne soutient pas, n'est pas une béquille pour ces personnes, notamment les jeunes. Les entrepreneurs camerounais, du moins la plupart, qui s'en sortent, ne reçoivent forcément pas d'appui venant du gouvernement. Ils n'en reçoivent véritablement pas. Parce que vous verrez quelqu'un qui est, je dis n'importe quoi, qui décide de vendre de l'eau en sachet. Oui. Je discutais avec un mototaxi ce matin. Lui, il veut faire en sachet. Je ne sais pas si on dit en sacheté. Faire de l'eau en sachet. L'eau en sachet. Il me dit que la machine qu'il lui faut, lorsqu'il a demandé le prix ici au Cameroun, on lui a demandé sensiblement 2 à 3 millions pour le faire. Il a interrogé les prix en Chine. On lui a dit que c'est beaucoup moins, en tout cas ça coûte beaucoup moins de 2 millions. Maintenant, la douane va lui coûter combien? Les possibilités de soutien aux entrepreneurs sont multiples. La plupart aujourd'hui achètent les intrants, les matières de base, les emballages et tout ça en Chine. Sauf que le transport pour ici coûte les yeux de la tête. Généralement, ça coûte beaucoup plus que la marchandise en elle-même. Donc si au niveau de la douane, on pouvait avoir des exonérations ou bien des facilitations pour des personnes reconnues comme entrepreneurs pour pouvoir leur faciliter l'accès à ces marchandises, ce serait quelque chose. Si on pouvait avoir des banques, Charles m'a dit qu'il a traité une colère dessus, mais si on pouvait avoir des banques qui pouvaient financer ces entrepreneurs-là, parce que c'est aussi ça le problème. Quelqu'un peut avoir 50 000, il commence le business, mais il n'évoluera pas comme quelqu'un qui a eu 1 million à la base, qui peut en fabriquer en grande quantité, parce qu'il faut le reconnaître. Quand vous fabriquez un produit en plus grande quantité, vous en sortez, contrairement à quand vous faites en petite quantité, vous dépensez plus et vous ne gagnez pas forcément. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs camerounais ont vraiment maille à partir avec notre État, avec les personnes qui dirigent, peut-être parce que ces personnes ne voient pas la plus-value. Ça n'apporte peut-être rien à leurs yeux de favoriser les entrepreneurs, mais ce qui est certain, généralement, on nous parle de l'histoire du monsieur à qui on a demandé les cintres en bois. Voilà quelqu'un à qui, s'il avait eu suffisamment de financement, aujourd'hui, on aurait multiplié cette entreprise sous d'autres formes. Donc, il n'y a pas d'accompagnement. Quand vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous avez vos copains, vous avez vos amis, vous avez votre famille qui se cotise et après, généralement, on rembourse. Mais venant du gouvernement, on n'attend généralement rien. Parce que ça veut dire qu'il est mieux quand même de se lancer dans cet entrepreneuriat-là, d'évoluer seul. C'est mieux. Tout au moins, c'est des choses à encourager. Totalement. Au lieu d'être dépendant. Totalement. Et aussi, le reproche qu'on peut faire à ces entrepreneurs, c'est que tous, pour la plupart, se retrouvent à faire ce que les autres font déjà. Pour monter un projet, penser un programme télé, penser une entreprise, il faut pouvoir répondre à un besoin précis. Je veux une entreprise. Quel est le besoin auquel mon entreprise va répondre? Dès que vous avez la réponse à votre question, vous pouvez vous lancer dans ce domaine précis. Parce que si vous venez dire, moi je veux fabriquer les mèches, il y a déjà des gens qui vendent des mèches.
Si vous voulez faire dans le textile ou bien la couture, les vêtements et tout ça, il y a déjà des gens qui font des vêtements. Mais si vous voulez faire des vêtements, il faut faire des vêtements comme ce qu'on n'a jamais vu. Qui marque la différence quand même. Il faut répondre à un besoin précis. La société camerounaise aujourd'hui a besoin de quoi? Qu'est-ce qui manque à notre société pour qu'elle soit? C'est également la même chose pour les créateurs d'applications web. On a besoin d'une application pour surtout pouvoir des projets qui sont apportés, qui tiennent compte du niveau de vie. Oui, tout à fait. Donc il faut pouvoir répondre à un besoin précis pour pouvoir se lancer dans un domaine précis. Si vous êtes dans un quartier, bon ça moi je sors rien du sujet, hein. Si vous êtes dans un quartier, que vous êtes une femme au foyer et que dans votre entourage, vos voisines peuvent avoir besoin de charbon, de bois et tout ça, bon, donc l'a dit, avec 10 000 francs CFA, vous pouvez commencer à acheter un sac de charbon. Laissez, c'est la saison de pluie, je sais. Achetez votre sac de charbon et vendre le bois, et également les sucettes, et également le pain haricot, également. Donc répondez à un besoin précis également. D'accord, je crois qu'il faut simplement oser, il faut simplement aussi penser, il faut s'armer de courage, de patience également, parce que c'est pas le même jour ça va décoller. Dans tous les cas, entreprendre est une meilleure chose. Ce qu'on entreprend, c'est de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 10h. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end.